Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 20 juillet. Les manifestants marocains toujours en colère au sujet de la visite du chef d'état-major de l'armée sioniste. Elle marque un nouveau pas dans la normalisation entre Rabat et Tel Aviv et dans la trahison envers la cause palestinienne. Le président palestinien Mahmoud Abbas en visite à Paris pour évoquer avec son homologue Emmanuel Macron les conditions nécessaires pour un retour à la paix. Le président français appelant à une reprise des négociations. Réunis en sommet à Téhéran, les présidents iraniens, russes et turcs discutent du conflit en Ukraine et en Syrie. Ils optent pour un départ des Américains du nord-est de la Syrie. Vladimir Poutine rassure sur le respect des engagements en énergie de Gazprom, tout en évoquant des progrès dans l'exportation des céréales ukrainiennes. Au Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe est élu président à une écrasante majorité par le Parlement pour succéder à Gotabaya Rajapaksa, ayant démissionné la semaine dernière. Bonsoir à tous. Cette première, la visite du chef d'état-major de l'armée sioniste au Maroc se poursuit alors que la contestation populaire ne faiblit pas. Cette visite vient marquer un nouveau pas de Rabat dans la normalisation avec Tel Aviv. La trahison passe à une nouvelle étape aux yeux de très nombreux Marocains. Souad Ben Batouche. Normalisation, coopération, le gros navet du cinéma que joue le Makhzen avec son allié sioniste. Le film n'a aucun succès auprès des Marocains. Le jeu de rôle étant le peu plus clair, l'entité sioniste utilise les États à travers les accords d'Abraham sous l'égide des États-Unis pour former une alliance et servir ses aspirations expansionnistes. Le chef d'état-major, dont il apparaît qu'il est là pour une réelle coordination dans ce nouvel axe militaire, ce nouvel OTAN du monde arabe que les Israéliens, sous le parapluie américain, ont créé et dont Israël est évidemment le fer de lance et qui se traduira malheureusement par des événements graves et un risque de guerre accru. La visite au Maroc du chef d'état-major de l'entité sioniste, Aviv Kohavi, accompagné du chef des renseignements militaires, Hamid Sahar, reçu par les hauts gradés du Makhzen, n'augure rien de prometteur ni de bon pour les Marocains. Ce général est pour nous un criminel de guerre, car nous n'oublions jamais ses crimes contre le peuple palestinien, avec toute sa population et aussi ce qu'il a fait à Al-Quds, au sud du Liban et en Syrie. Donc c'est un criminel qu'on accueille malheureusement aujourd'hui. Apprendre les uns des autres, partager nos connaissances, la phrase qui en dit long sur ce déplacement de Kohavi en Afrique du Nord, déclaré par un porte-parole militaire sioniste, pour ensuite indiquer que l'entité sioniste souhaitait élargir la coopération militaire avec les autres pays, dont le Maroc. Ce même Maroc était, pour rappel, derrière la tentative avortée de permettre à son allié de mettre un pied en Afrique en tant qu'observateur au sein de l'Union africaine. Mais pas seulement, une perche supplémentaire lui a été tendue, celle de prendre part à l'exercice militaire African Lion 2022, co-organisé par le Maroc et les États-Unis. Un terrain supplémentaire pour l'entité sioniste d'étendre ses tentacules dans la région en contrepartie de vente d'armes et de partage et d'échange de renseignements. Pour Rabat, la présence de Tel Aviv à ses côtés dans la région est un renfort mais aussi un réconfort dans sa politique de colonisateur au Sahara occidental, mais aussi de répression du peuple marocain. Et pour évoquer cette visite de la honte est avec nous Dr François Deroche, président de Justice et Droit sans frontières. Bonsoir. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs. C'est nous qui vous remercions. Alors, en foulant le sol marocain, le responsable sioniste a indiqué que le Maroc et l'entité sioniste aspiraient à apprendre l'un de l'autre. Que vous évoque une telle déclaration ?
Que veut apprendre le Maroc? Est-ce qu'il veut apprendre comment torturer, comme on torture dans les prisons israéliennes? Comment on peut spolier des terres? Comment on peut tuer en dehors d'un aspect légal? Comment on élimine? Comment on vole des terres? Donc aujourd'hui, quand même, la situation est dramatique et je vais quand même le voir d'un point de vue droit de l'homme. Aujourd'hui, on a des colonies en Israël. Est-ce que le Maroc veut apprendre comment faire des colonies illégales? Est-ce qu'il veut apprendre sur l'État hébreu aujourd'hui qui ne respecte absolument rien? Donnez-moi une seule résolution des Nations Unies qui a été respectée par Israël. Rien. Aujourd'hui, on a plus d'un millier de plaintes, 0% qui ont abouti. Aujourd'hui, on a, rappelez-vous quand même, c'est important, tous les jours, depuis maintenant 55 ans, on détruit 3 maisons israéliennes dans leurs terres. Les Palestiniens aujourd'hui sont étrangers chez eux. Quand je prends également la partie ressources naturelles, la bande de Gaza est devenue une déchetterie, la déchetterie d'Israël. L'eau potable, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus de possibilités. Enfin, aujourd'hui, un Israélien consomme 5 fois plus qu'un Palestinien en eau potable. Aujourd'hui, les Palestiniens ne peuvent pas bouger. Que veut apprendre le Maroc? Il veut apprendre comment on torture, comment on viole les droits internationaux. Ce sont des pratiques auxquelles s'adonne déjà le régime marocain, notamment au territoire du Sahara occidental occupé, qu'il occupe illégalement d'ailleurs. Je pense qu'ils veulent apprendre, effectivement, oui. Ils veulent apprendre d'Israël comment on peut occuper un territoire sans donner de façon totalement... François Deroche de la quarantaine. Oui. François Deroche, la visite du chef d'état-major de l'armée sioniste a suscité la colère des Marocains qui manifestent pour exprimer le rejet de la visite de ce responsable qui a du sang palestinien sur les mains. On le dit être à l'origine de plusieurs dépassements. Comment le Maroc peut-il tolérer une telle visite tout en prétendant appuyer le processus de paix? Le roi du Maroc, il joue avec le feu. Aujourd'hui, je pense il est fragilisé. Il veut aujourd'hui obtenir justement cette histoire de Sahara occidental, mais il ne faut pas pour cette histoire de quelques perdre sa dignité et perdre son honneur. Ce n'est pas à la hauteur du Maroc. Le peuple est un peuple qui mérite le respect. Et aujourd'hui, quand on voit ces Marocains qui dénoncent cette visite, moi, ça me rassure. Aujourd'hui, effectivement, nous avons quelqu'un qui a du sang sur les mains, qui a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Au lieu de l'accueillir, le Maroc, normalement, devrait l'arrêter pour le juger. Et c'est absolument pas normal. Rappelez-vous cette histoire, votre consoeur, Chérine Abou Akleh, qui a été tuée devant les caméras du monde entier. Comment on l'a même attaquée alors qu'elle était morte dans son cercueil. Ça donne un peu l'image de ce pays qui n'en respecte pas le droit, qui n'a ni foi ni loi, qui devrait un jour être jugé. Oui. Malheureusement, la liaison est très mauvaise. International. Oui. Nous excusons donc pour cette liaison d'une qualité plus ou moins mauvaise. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Docteur François Deroche, je rappelle que vous êtes président de Justice et Droit sans frontières. Et toujours concernant le Maroc, le gouvernement d'Aziz Akhnouch fait face depuis plusieurs jours à une colère populaire continue, rejetant la politique actuelle marquée par la répression et le phénomène de corruption qui met le régime du Marzane à l'épreuve d'une rue en ébullition. Amin Touta. Une vie décente et une justice sociale. Les revendications quotidiennes sont devenues la scène la plus en vue au Maroc, avec des exigences de plus en plus pressantes sur le gouvernement de Aziz Akhnouch. Et pour cause, la flambée des prix et des disparités sociales. Une situation qui s'est traduite dans la rue par une série interminable des mouvements de protestation contre la réalité sociale et économique actuelle.
une formation politique dans le pays, n'a pas hésité à demander au gouvernement d'Arnouch de sortir du coma politique en menant des réformes urgentes qui répondent aux demandes des citoyens face à la hausse sans précédent des prix du carburant et diverses denrées alimentaires, ainsi que le secteur des services. Le courant politique reproche à l'exécutif de ne pas offrir d'alternatives économiques et sociales face à la crise actuelle, avec un taux de chômage élevé au moment où la population en âge de travailler ne cesse d'accroître. Une conjoncture économique qui s'ajoute au constat des droits et libertés. L'Association des droits de l'homme a exprimé son indignation quant à la situation des libertés dans le royaume et les atteintes au mouvement des droits de l'homme. La même institution a réfuté à plusieurs reprises la politique de normalisation avec l'entité sioniste engagée par Rabat, et ce au détriment de la cause la plus majeure pour la nation, la Palestine. Et sur le plan économique, justement, le Maroc s'engouffre dans la dette. Le Haut-Commissariat au plan a affirmé que le Maroc visait à emprunter 3,8 milliards de dollars à l'étranger en 2022, ce qui portera la part de la dette extérieure dans la dette totale à 23,6% et portera la dette totale du Trésor à 70,4% du PIB, une augmentation d'environ 8,5% cette année. Le président palestinien Mahmoud Abbas est en visite ce mercredi à Paris. Il s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se sont exprimés sur les conditions nécessaires pour un retour à la paix en Palestine. Safwan Bessabri. Après une visite en Roumanie, le président palestinien est arrivé ce mercredi à Paris pour s'entretenir avec son homologue français Emmanuel Macron. La visite du président palestinien a lieu 2 semaines après celle du Premier ministre israélien en France. La visite d'État survient dans un contexte marqué par une stagnation du processus de paix en Palestine et une oppression sioniste continue. L'assassinat de la journaliste Shirin Abu Akleh en mai dernier et celui de plus de 60 Palestiniens depuis le début de l'année témoignent de la volonté de l'entité sioniste d'écarter tout dialogue avec les Palestiniens. Le président français a insisté sur la nécessité pour l'entité sioniste de mettre fin à la politique de colonisation sioniste avant tout effort de paix. Il nous faut traiter les causes politiques profondes d'une situation dont le blocage a trop duré. À court terme, nous le savons, cela passe d'abord par la fin des mesures unilatérales sur le terrain. Je pense notamment aux évictions de familles palestiniennes, aux démolitions, à la politique de colonisation contraire au droit international et qui éloigne la possibilité d'établir un État palestinien vivant en paix aux côtés d'Israël. Mahmoud Abbas, quant à lui, a tenu à exprimer son refus de la politique coloniale israélienne. Je voudrais aussi réaffirmer que nous n'acceptons pas les pratiques de l'occupation israélienne actuelle qui travaille à changer le caractère et l'identité de la ville d'Al-Quds. C'est ce qui a toujours été dit dans les résolutions internationales, y compris le président Biden qui a dit qu'il était en faveur du statu quo, en faveur de ne pas changer la composition de la population d'Al-Quds, ni d'expulser ses habitants. Tout porte à croire que la voie de la paix souhaitée par les Palestiniens ne sera pas viable tant que l'entité sioniste continuera sa politique de colonisation qui dure depuis maintenant plusieurs décennies. Dans l'actualité aujourd'hui, le porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, jugé persona non grata. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a annoncé ce mercredi inviter Olivier Salgado à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Selon Bamako, cette mesure fait suite à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur Twitter pour avoir déclaré sans aucune preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 soldats ivoiriens par vol civil le 10 juillet 2022. Le Mali insiste toujours sur sa disponibilité pour maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA.
Et les autorités maliennes qui ont accepté la médiation togolaise ont annoncé que les 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako seraient jugés le 22 juillet prochain. Au Mali toujours, et après la CEDEAO, c'est au tour de la Banque mondiale d'annoncer la levée de la suspension de ses opérations financières dans ce pays. Selon une note du ministère de l'économie et des finances malien, cette mesure avait été prise en mai dernier. Depuis la mise en place de l'embargo de la CEDEAO il y a 6 mois, le pays n'a pas pu régler les plus de 236 milliards de francs CFA de paiement d'intérêts et de capital sur les bons du Trésor malien. Concernant la Libye à présent, la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, a salué hier la réunion entre les chefs militaires de l'armée nationale libyenne, basée dans l'est du pays, et des forces armées du gouvernement d'unité nationale, basé à Tripoli, visant à unifier les institutions militaires. Il s'agit de la deuxième réunion du genre, après celle tenue en décembre 2021 dans la ville de Sirte. Et au Soudan, à présent, le conflit tribal dans le sud du pays a fait 105 morts et près de 300 blessés la semaine dernière, selon un nouveau bilan donné par le ministère de la Santé du Nil Bleu. Après près d'une semaine d'affrontements, l'armée à l'arme plutôt à feu. Le calme est désormais revenu dans cet état frontalier de l'Éthiopie. Mais les violences ont désormais gagné plusieurs autres États. Les Haouas, l'une des ethnies impliquées dans le conflit, se mobilisent à travers le pays pour réclamer justice pour les martyrs. Incendie en Tunisie, l'Algérie propose son aide devant lutter contre plusieurs foyers d'incendie en pleine canicule. La Tunisie peine à maîtriser ces feux qui ravagent des dizaines d'hectares de forêt chaque jour. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'envoi immédiat d'importants moyens pour aider ce pays suite à la demande de ce pays frère à éteindre les incendies de forêt. L'aide en question comprend notamment l'envoi de 2 gros hélicoptères des forces aériennes et de 20 gros camions de la protection civile. Direction l'Afrique du Sud, où le mystère reste entier sur la mort de 21 jeunes fin juin dans un bar informel d'East London, dans le sud-est du pays, après la publication des premières analyses toxicologiques qui n'apportent aucune conclusion. Les analyses réalisées par un laboratoire du Cap ont révélé la présence d'alcool dans le sang des victimes, mais pas un taux mortel. Je vous en parlais en titre, les présidents iraniens, turcs et russes se sont réunis à Téhéran pour des discussions axées principalement sur le conflit en Syrie, mais aussi l'opération spéciale en Ukraine et ses retombées sur l'économie mondiale. Il s'agit du premier sommet présidé par Ebrahim Raïssi depuis son arrivée au pouvoir il y a 1 an, et surtout du second déplacement à l'étranger du président russe Vladimir Poutine depuis le déclenchement du conflit en Ukraine le 24 février dernier. Karim Bouaziz. Tout d'abord, il y a la forme, en guise de réponse, d'une rencontre aux couleurs russes, turques et iraniennes qui intervient quelques jours après la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient, où il s'est rendu principalement en territoire occupé et en Arabie Saoudite. Tandis que le fond du sommet en question évoquera officiellement les saccades politiques qui traversent la Syrie, où la Russie, l'Iran et la Turquie sont des acteurs majeurs dans la guerre qui secoue le pays depuis 2011. Les nœuds des désaccords entre les tri-pays sont réels, avec les soutiens de Bachar al-Assad, comprenez la Russie, l'Iran, et puis en face, Erdogan qui appuie les différents groupes belligérants anti-Assad. Le processus d'Astana qui date de 2017 est resté en suspens pour la résultante de la paix en Syrie. En dépit d'approches différentes et intérêts divers, les 3 pays avaient pu asseoir malgré tout un front commun. C'est alors au pied de cette mouture que les protagonistes vont poursuivre à Téhéran leur concertation. Principalement tenter de canaliser la volonté turque d'intervenir dans le nord syrien contre les poches de militants armés affiliés au PKK. Ankara en effet menace depuis fin mai de lancer une opération militaire au-delà de sa bordure, dont le but est de créer une zone sécuritaire de 30 km.
Téhéran et Moscou ont toujours rejeté une telle option. Et réduire, selon eux, la tension du conflit en Syrie est d'abord l'option politique. La gestion de la crise sécuritaire entre Damas et Ankara a une chance de fleurir que par les canaux diplomatiques, d'après le ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Hossein Abdullahian. La République islamique d'Iran négociera et consultera en permanence avec les parties turques et syriennes. La présence des forces armées américaines à l'est de l'Euphrate est l'un des problèmes dont souffre la région. Comme excuse, les États-Unis disent que leur présence est liée à la lutte contre le groupe État islamique. Nous considérons que ce qui s'est passé au sommet de Téhéran est positif. Bien sûr, nous comprenons que ce sommet n'était pas destiné au président Raïssi et au président Poutine. Une autre partie y participait. Cette autre partie avait de nombreux objectifs et une politique qu'elle voulait imposer à la réunion. Le sommet permettra aussi de réunir Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan pour la première fois depuis l'opération spéciale en Ukraine. La Turquie, membre de l'OTAN, pourrait jouer un rôle médiateur entre les pays de l'Ouest et Moscou, mais aussi de tenter de débloquer les 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes bloquées en mer Noire qui affolent les bourses du monde entier et esquissent une menace de famine dans de nombreux pays africains et ceux du Moyen-Orient. La coopération énergétique et la sécurité alimentaire mondiale ont aussi occupé une place importante au sommet tripartite de Téhéran. Le président russe Vladimir Poutine y a promis que Gazprom respecte ses engagements en énergie tout en évoquant des progrès dans l'exportation de céréales ukrainiennes. Mohamed Wali Ben Shaban. De nombreuses thématiques ont été soulevées entre Moscou, Ankara et Téhéran lors d'une réunion tripartite tenue à la capitale iranienne. Les enjeux énergétiques et alimentaires sont placés au centre des discussions. Au sujet de la crise énergétique qui secoue le continent européen, le Kremlin affirme qu'il s'engage à respecter ses engagements. Le fait que ses partenaires rejettent leurs propres erreurs sur la Russie et sur Gazprom. Gazprom a rempli, continue de remplir et remplira pleinement ses obligations. Le président russe Vladimir Poutine a évoqué des progrès dans les négociations pour l'exportation des céréales d'Ukraine via la mer Noire et remercié son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour sa médiation dans ce dossier. Je tiens à vous remercier pour les efforts de médiation et d'avoir fourni une plateforme de négociation sur les problèmes alimentaires et l'exportation de céréales. Le chef d'État russe affirme que la Russie facilite l'exportation de céréales ukrainiennes du fait que toutes les restrictions liées aux livraisons de céréales russes seront levées. Je vous le disais en titre, Ranil Wickremesinghe, président par intérim du Sri Lanka, a été élu ce mercredi président à une écrasante majorité par le Parlement pour succéder à Gotabaya Rajapaksa, qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays en faillite. Naila Aithamouda. Le verdict est tombé. Ranil Wickremesinghe est désormais le nouveau président de Sri Lanka. Il succède Gotabaya Rajapaksa, qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays et chassé par la contestation populaire. Wickremesinghe a occupé le poste de président par intérim depuis la semaine dernière. Il a largement devancé son principal adversaire, Dulaz Alahaperuma, avec 134 voix contre 82. Le président a bénéficié du soutien du parti politique de la famille Rajapaksa, mais également du soutien de députés issus d'autres partis politiques. Nos divisions sont terminées. Nous avions 48 heures pour être divisés. Nous étions divisés. Maintenant, je vous demande à tous de vous unir, de dialoguer. Et je suis heureux de commencer ces discussions avec vous tous dès demain. Les divisions au Sri Lanka semblent loin d'être terminées. Ranil Wickremesinghe est également très contesté par la rue sri-lankaise. Cette écrasante victoire ne semble pas calmer la colère des manifestants qui espéraient un changement radical de la grave crise économique dans laquelle le pays est englué.
Je n'ai pas besoin de vous parler de la situation du pays, de la situation économique désastreuse. Les jeunes hommes et les jeunes femmes veulent un changement du système. Nous devons faire face à de nombreux problèmes internationaux et y naviguer sans nous y impliquer. Nous devons lancer un nouveau programme. Durant ces 30 dernières années, Ranil Wickremesinghe, le nouveau président sri-lankais, a été 6 fois Premier ministre. Objectif numéro 1, sortir le pays de la crise actuelle et de négocier avec le Fonds monétaire international sur un éventuel refoulement. Parlons sport à présent et de natation avec la 5e édition du championnat arabe Open à Oran. Les nageurs algériens n'ont pas attendu pour récolter les premières médailles. Pour en parler, retrouvons en direct sans plus tarder Faisal Salah à partir du centre nautique du complexe sportif d'Oran. Miloud Hadfi, Faisal, bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors, première journée, déjà 2 médailles d'or pour les Algériens, Salah. 2 médailles d'or pour les Algériens. Au total, on n'a pas que 2 médailles d'or, on a 2 médailles d'or, une médaille d'argent et 4 médailles de bronze dans les 4 finales disputées sur les 11 programmées pour cet après-midi. Il y a une autre finale qui se joue en ce moment et c'est le 100 mètres papillon où là on a 2 Algériens, c'est pour les dames, 2 Algériennes qui jouent. Il s'agit de Mujden Nisrin et leur deuxième c'est Zitouni Imen Kautar. Donc on va parler un petit peu de 200 mètres catenage où les Algériens ont triomphé, pas juste la médaille d'or. Pour les femmes, c'est Rania Hamid Nefsi qui a gagné, on va dire la course, 2 minutes 21 secondes et 52 centièmes. La deuxième place a été pour l'Égyptienne Adamati Rawen. Et la troisième place, la médaille de bronze a été pour Benchetli Jihan. Pour le 200 mètres catenage pour les hommes, c'est le numéro, on va dire, le numéro 1 algérien. Il est incontournable, Jawed Tayoud, déjà médaillé aux Jeux méditerranéens. Il revient au championnat arabe de natation. Une médaille d'or sur 200 mètres catenage avec un chrono de 1 minute 58 secondes 93 centièmes. La médaille de bronze était pour Choucha Ramzi, notre Algérien. 2 épreuves ont été aussi jouées, 2 finales, dames 50 pour l'épreuve de dos. Mohsin Samiha, l'Égyptienne, a gagné la course. L'Algérienne Marwa Merniz a été classée 3e, une médaille de bronze. Et sur les 50 mètres d'eau pour les hommes, on avait aussi 2 médailles. Il s'agit de Arjoun qui a pris la 2e place. Salah Faisal. Benbar Mehdi, oui, je vous entends. Merci beaucoup pour ces résultats. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le centre nautique du complexe sportif d'Oran. Miloud Hadfi, dans l'actualité également, l'ANEP, l'Agence nationale de l'édition et de la publicité, et l'opérateur public de téléphonie Mobilis ont signé hier une convention de partenariat. L'ANEP a également conclu un accord de partenariat avec Algérie Télécom. Il s'agit avant tout de mettre à profit l'expérience de l'ANEP au service d'Algérie Télécom. On s'engage à mettre tous les moyens et l'expertise nécessaire dans le monde de la communication, la production audiovisuelle, l'impression, la publicité à la disposition de notre partenaire Algérie Télécom, qui est un ancien partenaire, comme les anciennes entreprises, les 2 anciennes entreprises, chacun dans son domaine. Alors on est à votre disposition, on propose toute l'amalgame de nos services. Et voilà, j'espère que ça va durer. On échange des services, même on aura besoin de vos services, bien entendu. Dans pas mal, oui. Moi, je préfère. D'ailleurs, on est client automatiquement, sans accord. L'ANEP et Algérie Télécom, je pense que c'est historique. Nous sommes partenaires depuis très longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes juste en train de confirmer notre engagement mutuel entre 2 entités étatiques qui fournissent un service de qualité.
Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur L24 News. Excellente fin de soirée.